Un brise-glace nucléaire n'est pas simplement un navire puissant doté d'un réacteur, c'est l'une des structures d'ingénierie les plus complexes jamais construites. Changer un seul paramètre, et le navire le plus puissant de la planète devient une boîte d'acier impuissante, piégée dans les glaces. Un fuselage trop étroit, il sera écrasé. Trop large, il restera coincé. Un réacteur trop puissant, il s'échouera. Trop faible, il ne pourra pas briser la glace. C'est dans ce corridor étroit, où toutes les contraintes se croisent, que les ingénieurs ont trouvé le seul point possible. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment. Vous contemplez une photo de l'océan Arctique, un désert blanc, de la glace à perte de vue. Une couche de 3 mètres d'épaisseur de glace compacte, formée au fil des années, avec des hummocks aussi hauts qu'une maison de 2 étages. Température de -40 degrés. Une nuit polaire qui dure des mois. Aucun navire ordinaire ne survivrait ici. La glace n'est pas simplement de l'eau gelée, c'est une masse en mouvement, comprimée par les courants et les vents, qui s'empile sur elle-même et exerce une pression capable d'écraser la coque d'un pétrolier en quelques heures, comme une canette de soda. Et là, au milieu de ce paysage, un navire avance. Pas un simple bateau ni un navire scientifique renforcé pour la glace. Un véritable navire de 173 mètres de long et de 33 000 tonnes de déplacement. Il ne contourne pas la glace, il la traverse directement. Jour et nuit, pendant des mois, sans un seul arrêt pour se ravitailler. Derrière lui, un canal d'eau libre permettant aux pétroliers et méthaniers de le suivre. Pour comprendre pourquoi un brise-glace a besoin d'un réacteur nucléaire, il faut d'abord comprendre comment il brise la glace. La plupart des gens imaginent un brise-glace comme un bélier, un nez d'acier qui s'enfonce dans le mur de glace et le traverse. C'est une erreur. Si un brise-glace fonctionnait comme un bélier, les charges d'impact seraient si énormes qu'elles détruiraient le navire en quelques voyages. Le brise-glace casse la glace par flexion. C'est le mot-clé. Son nez, arrondi, incliné à 20 à 25 degrés par rapport à l'horizontale, glisse sur la surface glacée, comme un ski qui glisse sur la neige plutôt que de s'y enfoncer. Des milliers de tonnes d'acier se retrouvent au-dessus de la plaque de glace. Le poids du navire appuie vers le bas. La glace agit comme une poutre reposant sur l'eau. Des tensions de traction se développent dans sa partie inférieure. Et la glace, comme tout matériau fragile, résiste 3 à 5 fois moins à la traction qu'à la compression. Lorsque la tension dépasse la limite de résistance, une fissure se forme en bas et remonte instantanément. La glace est brisée, pas par un coup, par flexion. Ce mécanisme nécessite beaucoup moins d'énergie que l'écrasement direct. C'est pourquoi l'angle d'inclinaison du nez n'est ni une coïncidence, ni une norme. Un nez trop incliné. Le brise-glace glisse facilement sur la glace, mais la surface de contact est trop grande, la pression insuffisante pour casser la glace épaisse. Trop raide. Le brise-glace ne glisse pas, mais s'oppose à la bordure, comme un bulldozer contre un mur, et la résistance augmente. 20 à 25 degrés. L'optimum trouvé après des décennies d'essais et de modélisation. Après la rupture, les débris doivent être écartés. Pour cela, les lignes de flottaison de la coque ont une forme en coin. Le coin de glace écarte les morceaux de glace vers les côtés et les pousse sous la bordure du champ intact. Derrière lui, un canal dégagé d'au moins 34 mètres de large, suffisant pour le passage des pétroliers arctiques. Mais même avec une forme de nez idéale pour briser en continu une glace de 2 mètres, la résistance atteint plusieurs méganewtons. C'est comme pousser en continu contre un mur sur lequel des milliers de tonnes exercent une pression. Et le faire pendant des jours, des semaines, des mois, sans arrêt. Un brise-glace diesel fournit 20 à 30 000 chevaux, suffisant pour une glace annuelle jusqu'à 1,5 mètre. Mais l'Arctique en hiver, c'est une toute autre réalité. 3 à 4 mètres de glace pluriannuelle qui au fil des ans a perdu sa salinité et est devenue dense, presque monolithique. Des hummocks, des accumulations chaotiques de blocs de glace
avec des quilles sous-marines allant jusqu'à 15 mètres. Des zones de compression où des champs de glace de milliers de kilomètres carrés se pressent les uns contre les autres avec une force colossale. Ici, il faut 75 à 80 000 chevaux. Pas une impulsion momentanée, mais une puissance constante et stable, ininterrompue, pendant des mois, sans accès aux ports et bases de ravitaillement. Imaginez un moteur diesel d'une telle puissance qu'il engloutirait des centaines de tonnes de carburant lourd chaque jour. Même avec des réservoirs capables de contenir des milliers de tonnes, il se viderait en quelques jours d'opérations intensives. Ensuite, il faudrait retourner au port, à des milliers de kilomètres, à travers les mêmes glaces. D'un point de vue économique et logistique, c'est tout simplement insensé. C'est là que l'énergie nucléaire entre en jeu. 1 kilogramme d'uranium enrichi renferme l'équivalent énergétique de 1500 tonnes de pétrole. Une seule charge de réacteur peut durer de 5 à 7 ans. L'autonomie n'est plus limitée par le carburant, mais par les provisions pour l'équipage. C'est une toute autre équation. À bord du brise-glace du projet 22220 se trouvent 2 réacteurs RITM-200. Ce sont des réacteurs à eau pressurisée, avec une pression de 160 atmosphères dans le circuit primaire. Au cœur du réacteur, des pastilles de dioxyde d'uranium sont enfermées dans des tubes en zirconium. Le zirconium est choisi car il est presque transparent aux neutrons, ne gênant pas la réaction en chaîne. La fission d'un noyau d'uranium-235 libère 20 millions de fois plus d'énergie que la combustion d'une molécule de méthane. Cette énergie chauffe l'eau du circuit primaire à 320 degrés. L'eau est radioactive, donc elle transfère sa chaleur au circuit secondaire, non contaminé, à travers les parois des tubes dans les générateurs de vapeur. Les deux circuits ne se mélangent jamais. L'eau du circuit secondaire bout, se transforme en vapeur et fait tourner les turbines. Mais les turbines ne sont pas directement connectées aux hélices. Entre elles, il y a une transmission électrique. La turbine entraîne un générateur. Le générateur alimente les moteurs électriques. Ces moteurs font tourner 3 hélices de 6,2 mètres de diamètre chacune. La puissance totale sur les arbres est de 60 MW, soit 81 500 chevaux. Pourquoi une telle complexité? Un brise-glace n'est pas un paquebot avec une charge constante. Il évolue dans un monde de secousses. Lorsqu'il entre dans une banquise, la résistance atteint son maximum. Une fois la glace brisée, elle tombe à zéro. Une plaque de glace frappe une pale, un choc instantané. Avec une transmission mécanique directe, ces impulsions détruiraient la turbine, qui fonctionne à des dizaines de milliers de tours avec des tolérances microscopiques. La transmission électrique agit comme un tampon. Le générateur reste stable et le moteur électrique ajuste le couple en fonction de la charge fluctuante. Le RITM 200 est également une révolution en termes de compacité. Les anciens réacteurs KLT40 utilisaient une configuration en boucle. Le cœur, les générateurs de vapeur et les pompes étaient dans des corps séparés, reliés par de larges tuyaux. Une rupture de ces tuyaux représentait le pire scénario. Le RITM 200 utilise une configuration intégrée. Tous les éléments du circuit primaire sont dans un seul corps. Pas de tuyaux de grand diamètre, rien à rompre. De plus, le RITM 200 est 2 fois plus léger que son prédécesseur. Moins de poids signifie moins de déplacement, donc un tirant d'eau réduit. Un compromis direct, la compacité pour naviguer en eau peu profonde. Le corps du brise-glace mérite une mention spéciale. La coque de la ceinture de glace fait 40 à 50 mm d'épaisseur, 2 à 3 fois plus que celle d'un navire ordinaire. L'acier est spécial, résistant au froid, avec une transition ductile fragile à moins 60 degrés et moins. L'acier de construction navale classique devient fragile comme du verre à des températures arctiques. Un coup, et une fissure traverse toute la plaque. L'acier résistant au froid reste ductile même à moins 50 degrés. La section transversale de la coque est ovoïde. Les flancs sont inclinés de telle sorte que lorsqu'ils sont comprimés par la glace,
le corps est poussé vers le haut, comme un pépin de pastèque entre les doigts. Plutôt que de résister à la pression et d'être écrasé, le brise-glace cède. Ce principe a été appliqué pour la première fois par Nansen lors de la conception du Fram en 1893. Le navire a dérivé 3 ans dans les glaces de l'Arctique et a survécu. Les autres navires à flancs verticaux étaient broyés en quelques mois. Mais une question évidente se pose. Si la puissance est la clé de tout, et qu'un réacteur nucléaire offre une énergie presque illimitée, pourquoi ne pas en faire encore plus puissant, encore plus grand, encore plus épais? C'est ici que les lois de la physique commencent à s'opposer. La première contrainte est la masse de la protection. Plus le réacteur est puissant, plus le rayonnement est intense, plus l'écran biologique doit être épais et lourd. Chaque mégawatt supplémentaire signifie des tonnes supplémentaires de béton et d'acier. Plus le navire est lourd, plus son tirant d'eau est profond. La seconde contrainte est la profondeur. La route maritime du Nord traverse des détroits et des embouchures de rivières avec des profondeurs de 7 à 9 mètres. Un brise-glace avec un tirant d'eau de 11 mètres ne passerait pas. Il s'échouerait au milieu des glaces. La contradiction fondamentale. Un navire lourd est nécessaire pour briser la glace épaisse, mais un navire lourd signifie un tirant d'eau profond, alors que l'eau est peu profonde. La solution? Un tirant d'eau variable. Les réservoirs de ballast ajustent le tirant d'eau de 8,55 à 10,5 mètres. En eau profonde, les réservoirs sont pleins. Le brise-glace est plus lourd, exerçant une pression maximale sur la glace. En eau peu profonde, le ballast est pompé, minimisant le tirant d'eau. Mais ce rééquilibrage déplace le centre de gravité. Sans un contrôle précis, c'est la gîte et la perte de stabilité. Troisième point, la largeur. Plus le brise-glace est large, plus le chenal est large. Mais 10% de largeur en plus, c'est 25% de résistance supplémentaire à la glace. Plus de résistance signifie un réacteur plus puissant, plus de protection, plus de poids, et donc un tirant d'eau plus profond. Un cercle vicieux. Quatrième point, les hélices. Elles fonctionnent dans un enfer de débris de glace. Si une pale se casse, le déséquilibre sur l'arbre crée des vibrations qui détruisent les roulements et l'arbre lui-même. Les pales sont fabriquées en bronze spécial, épaisse pour résister. Mais une pale épaisse est moins efficace, moins de traction par mégawatt. Résistance contre efficacité. Et nous arrivons à la situation redoutée par tout capitaine de brise-glace. Elle a un nom, l'emprisonnement par la glace. Novembre, mer de Kara, nuit polaire, moins 35 degrés. Visibilité limitée au projecteur et à l'écran radar. Le brise-glace mène un convoi de 4 pétroliers de la baie d'Ob à Mourmansk. La glace mesure 2,5 mètres, avec des crêtes atteignant 5 mètres. Le vent change. Le courant déplace les champs de glace. Ce qui était un champ clairsemé commence à se resserrer. La pression sur la coque augmente. La vitesse diminue. 2 nœuds, un demi-nœud. Le capitaine ordonne la pleine puissance. Les 2 réacteurs à plat régime. 60 MW sur les arbres. 3 hélices battent l'eau à plat régime. Mais les débris de glace obstruent l'espace autour de la poupe, bloquant le flux d'eau vers les hélices. La traction diminue. Vitesse, 0. Perte de propulsion. Emprisonnement par la glace. Le convoi est à l'arrêt. Les pétroliers sont coincés. La glace se referme. Si le brise-glace ne se libère pas en quelques heures, un pétrolier pourrait être écrasé. Des centaines de milliers de tonnes de pétrole dans l'océan Arctique. Ce n'est pas de la fiction. Fin 2010, un groupe de navires a été piégé dans la glace en mer d'Okhotsk. L'opération de sauvetage a duré des semaines. Les équipages ont attendu de l'aide sous la menace constante de l'écrasement des coques. Pour se libérer, on utilise un système de roulis. Des centaines de tonnes d'eau sont transférées d'un bord à l'autre. Le brise-glace se balance, brisant l'emprise de la glace sur la coque. Mode de charge. Recul, accélération, impact sur la glace à pleine vitesse.
des dizaines de charges successives, chacune gagnant quelques mètres. Mais dans certaines conditions de compression, la glace est plus forte que n'importe quelle brise-glace. C'est pourquoi 60 MW ne sont pas une marge de sécurité. C'est le minimum nécessaire. Revenons maintenant à notre point de départ. 173 mètres, 34 mètres, 33 000 tonnes. 2 réacteurs de 175 MW chacun. Vous voyez maintenant ces chiffres différemment. Ce ne sont pas des caractéristiques, ce sont les coordonnées d'un point où toutes les contraintes se croisent. Une puissance de 175 MW par réacteur n'est ni un maximum ni un minimum. C'est le point où la dissipation thermique assure 60 MW de propulsion, tandis que la masse de l'installation, avec sa protection, permet de maintenir un tirant d'eau adapté aux eaux peu profondes. Une largeur de 34 mètres est le minimum pour guider les pétroliers et le maximum pour que la résistance ne dépasse pas la traction. Un tirant d'eau de 8,55 à 10,5 mètres est le corridor entre les eaux peu profondes de la baie d'Ob et les eaux profondes de l'Arctique. Ce n'est pas un vol à pleine puissance, c'est un travail dans un corridor opérationnel étroit où toutes les forces sont équilibrées. Un pas à gauche et la puissance manque. Un pas à droite et la profondeur fait défaut. Et dans cet équilibre résident des avantages cachés auxquels on pense rarement. Le réacteur produit un excès de chaleur immense qui chauffe gratuitement tout le navire à -50, comme un sous-produit du système énergétique. Un navire diesel en Arctique consomme une part significative de son carburant juste pour le chauffage, pas le brise-glace. Les installations d'évaporation, fonctionnant grâce à la chaleur excédentaire, produisent de l'eau douce à partir de l'eau de mer environnante, offrant une autonomie de plusieurs mois sans escale pour reconstituer les réserves. Et voici un paradoxe dont on parle peu. Le brise-glace nucléaire est l'un des navires les plus écologiques de la planète. Zéro émission de CO2, zéro suie, zéro oxyde de soufre. Un brise-glace diesel de cette puissance brûlerait des centaines de tonnes de fioul lourd par jour, rejetant des milliers de tonnes de dioxyde de carbone et des tonnes de suie noire qui se déposent sur la glace blanche et accélèrent sa fonte. Dans l'écosystème polaire fragile, où toute pollution persiste pendant des décennies, cela revêt une importance cruciale. Et il y a un autre aspect sans lequel tous ces chiffres ne sont que des chiffres. Pourquoi traverser la glace après tout? La route maritime du Nord est le chemin maritime le plus court entre l'Europe et l'Asie. Mourmansk à Yokohama via Suez, 12 840 milles. Via l'Arctique, 5 770 milles. Plus de 2 fois plus court. 20 jours économisés à chaque voyage. Des milliers de tonnes de carburant économisés. Des millions de dollars. Mais cette route n'est praticable qu'avec l'assistance des brise-glaces. Et seuls les brise-glaces nucléaires permettent une navigation toute l'année, y compris pendant les mois d'hiver, quand les navires diesel sont impuissants. Chaque voyage d'un brise-glace nucléaire n'est pas simplement un convoi à travers la glace, c'est une artère économique entre les continents. Et c'est là, je pense, que réside la véritable beauté de l'ingénierie d'un brise-glace nucléaire. Ce n'est pas juste un navire, c'est un dialogue constant avec les lois de la nature, avec la physique de la glace qui dit « Je te broierai si tu n'es pas assez robuste », avec la physique nucléaire qui exige de payer chaque mégawatt par des centaines de tonnes de protection, avec la géographie des eaux peu profondes de l'Arctique qui dit « Plus lourd, tu ne passeras pas ». Chaque brise-glace nucléaire est une réponse à toutes ces exigences à la fois. Pas parfaite, pas maximale, la seule possible, à l'intersection de toutes les contraintes, là où il reste encore un espace pour exister. Quand vous voyez un brise-glace fendre 3 mètres de glace dans la nuit polaire, vous ne voyez pas une force brute, vous voyez l'ingénierie du nécessaire et du suffisant. Chaque centimètre, chaque mégawatt, chaque kilogramme est à sa place. Un peu moins, et le navire échouerait. Un peu plus, et il ne pourrait pas opérer là où il est nécessaire. Et cela me fait réfléchir. Nous avons parlé de la manière dont le réacteur fournit de l'énergie, mais nous n'avons pas abordé ce qui se passe quand il doit être arrêté.
Un réacteur nucléaire ne peut pas être éteint comme une ampoule. Même après un arrêt complet, le cœur continue de produire de la chaleur, suffisamment pour se fondre lui-même si le refroidissement n'est pas assuré. Comment le système de sécurité gère-t-il cela sur un navire qui subit chaque jour des chocs qui déclencheraient une évacuation dans une centrale nucléaire classique? J'ai réalisé une vidéo séparée pour explorer cela en détail. Vous la trouverez sur ma chaîne.